Bien le bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce probablement dernier live avant l'été. Très probablement parce que je vais avoir des conférences la semaine prochaine. Ce sera Sunnytech. Ensuite, j'aurai Riviera Dev. J'ai une petite conférence aussi à laquelle j'ai été invité entre les deux. Donc, très probablement, comme je vais devoir ajuster mon planning, ce sera probablement le dernier live pour cette saison, on va dire, avant les vacances d'été. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde ici dans le chat. Salut Nida, salut Gilles Mr. Falk Underwood, bienvenue. Nicoche36, Stéphane Philippard, évidemment, toujours présent. Gentou, Fab Cfab, Nowanda, bienvenue à tout le monde. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet au vu de l'actualité assez récente dans l'environnement Linux. Mais je dirais que ça va même au-delà de l'environnement Linux, mais principalement dans le monde Linux. On va parler de X11 versus Wayland. Et ouais, les serveurs graphiques, ça faisait longtemps. C'est un vrai sujet à part entière et l'actualité fait que je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez dû voir passer, en tout cas je l'ai relayé il y a pas si longtemps, c'est que le serveur X11, le projet Xorg, a été forqué par quelqu'un, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin dans le live. Il a été forqué suite à des événements assez intéressants et pas inédits pour le coup, mais assez intéressants. Et on voit que nos amis de Free Desktop, derrière lesquels il y a principalement Red Hat, sont toujours à l'œuvre, comme avec leur super système D, voilà, pour nous propulser Wayland derrière. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur qu'est-ce que sont ces serveurs graphiques, parce que en regardant sur les différents réseaux sociaux, et au sens très large du terme, hein, que ce soit X, que ce soit Blue Sky, que ce soit Y Combinator, que ce soit Reddit, etc., on voit un peu de tout et n'importe quoi, et force est de constater que concernant X en tout cas, il y a beaucoup d'incompréhension sur ce que c'est, sur ce que ça fait vraiment, sur son histoire, sur son architecture. Et concernant Wayland, il y a à peu près la même chose. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'idées préconçues. Et je vous le donne en mille, hein, c'est Wayland qui est forcément récent, donc plus moderne et plus efficace que X11, en mettant de côté certains petits points de détail qui sont, à mon avis, pas si insignifiants que ça. Et donc, je voudrais revenir un petit peu sur ces sujets pour essayer de démystifier un petit peu tout ça, tout ce qui se passe autour de ça. Alors, comme dit Gilles Ligier, récent d'il y a 15 ans. Oui, mais je vais y revenir justement, Gilles Ligier. T'inquiète pas, je vais revenir sur ce point-là et vous expliquer déjà un petit peu la genèse de tout ça. Donc, si on se replonge un petit peu dans le temps, rappelez-vous que X11 est donc le serveur graphique de référence dans les écosystèmes de type Unix. Donc ça inclut Linux, qui je le rappelle, Linux n'est pas un Unix, mais c'est un système qui est compatible Unix et POSIX. Voilà. Mais ça inclut aussi les BSD, c'est-à-dire FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, et plus anciennement, il y avait aussi tous les Unix propriétaires. D'ailleurs, on devrait dire Unices propriétaires, que sont Solaris, typiquement, SunOS. Il y avait IRIX, il y avait enfin HPUX, tout un tas de systèmes propriétaires qui aujourd'hui ont disparu, ou on va dire quasi disparu. Je dirais pas que c'est pas dommage, mais pas loin en tout cas, voilà. Disons que Linux est arrivé sur le marché, a cannibalisé tout ça. Pour autant, l'environnement Linux et les BSD ont hérité d'un système d'affichage qui est le X Window System, puisque c'est son petit nom. X11 n'étant que le raccourcissement du X Window System en version 11. Si on se reprojette un petit peu dans le temps, ce système va chercher un petit peu ses racines au tout début des années 80. On va revenir un petit peu loin au début des années 80, entre 80 et 82. Les universités américaines avaient pour projet de pouvoir raccorder les différentes universités entre elles au travers de l'Internet, mais aussi de pouvoir fournir aux étudiants
la possibilité de pouvoir accéder à l'époque à ce qu'on appelait des mini-ordinateurs, aujourd'hui, qui n'étaient pas des supercalculateurs, mais des ordinateurs centraux, par le biais de terminaux légers, qui permettaient à l'époque, en tout cas qui auraient permis à l'époque, aux étudiants de pouvoir accéder à des outils informatiques et des capacités de calcul pour pouvoir faire un certain nombre de leurs travaux, de recherches, d'études, etc. Donc à l'époque, il y avait ce projet qui était issu donc de différentes entreprises. Il y avait le W Windows System qui avait été créé par, si ma mémoire est bonne, vous me corrigerez si je me trompe, par Apollo System de mémoire, mais bon, à la rigueur, peu importe. Et il s'est avéré que ce système, il a été récupéré par ce projet qu'on a appelé le projet Athena, donc qui visait à rendre disponible des systèmes d'affichage graphique connectés à des ordinateurs centraux, donc pour les étudiants et même au-delà pour des entreprises. De ce projet, on va dire, ce projet n'est pas parti de zéro. Il est parti effectivement du système W et de différentes recherches qui avaient été faites dans ce domaine. Et début des années 80, on va dire 82 plus ou moins, deux développeurs se sont attelés à la tâche, on va dire, pour pouvoir implémenter ce nouveau système d'affichage donc, qui était rattaché au projet Athena. Donc ces deux développeurs sont Jim Geddes et Bob Scheffler, donc, qui sont l'un et l'autre. Alors Jim Geddes qui était vraiment issu et rattaché au projet Athena, et Bob Scheffler qui était du MIT. Et donc ils ont travaillé de concert pour pouvoir rendre ce qui allait devenir le projet X Windows System disponible pour le projet Athena. En fait, c'est parti au tout début des années 82-83 par là, donc comme je le disais, du projet W. Le projet W était globalement une sorte d'embryon du système X. Alors, le système X, et je vais y revenir un petit peu plus en détail après, puisque quand on parle de X Windows System, et aujourd'hui de X11, ça inclut différentes choses. Ça inclut un protocole, un serveur d'affichage, des clients, une façon de communiquer, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système W était un système qui était un système synchrone. Donc, pour chaque requête, entre guillemets, graphique ou d'événement qui était envoyé du client vers le serveur, on attendait d'abord une réponse avant de pouvoir envoyer une nouvelle requête. Donc, les premiers travaux qui ont été effectués pour créer X, le serveur X, le système X plus précisément, a été de rendre ce système asynchrone. Ainsi est né X, et les premières versions ont permis d'arriver et d'aboutir à une architecture qui est qui est toujours celle d'aujourd'hui, hein, globalement, mais qui a évolué évidemment. Et cette architecture, c'est une architecture de type client-serveur. Client-serveur, c'est-à-dire que un certain nombre de principes ont été intégrés dans le système X Windows System, qui est que le système doit permettre évidemment d'afficher des fenêtres, de pouvoir communiquer, d'avoir des événements, les événements de la souris, les événements du clavier et tout ça, et d'être aussi transparent au niveau réseau. Ça a l'avantage de pouvoir utiliser par exemple des terminaux légers, alors dont Sun Microsystems était très grand promoteur dans les années 90 et début des années 2000, d'avoir un système d'affichage qui est déporté, un système qui est finalement pas intelligent, qui ne se contente que d'afficher et de gérer les événements pour les envoyer finalement au serveur d'application, et ce serveur d'application qui va permettre donc de pouvoir faire tourner les applications et d'envoyer tout ce qu'il faut à l'écran de l'utilisateur. Donc ça, c'est un principe qui est assez intéressant, parce que l'avantage de ce système, et remettons-nous aussi dans le contexte des années 80, permettait à quelqu'un qui était situé à l'autre bout du pays, voire dans une autre ville à côté ou dans un autre bâtiment très loin, de pouvoir accéder à via un terminal léger au mini-ordinateur pour pouvoir faire tourner son application, mais avec un affichage déporté qui transitait au travers du réseau, donc vers son client léger. Ça a l'air de rien, mais remettons-nous dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que les capacités réseau de l'époque n'étant pas ce qu'elle est, il fallait évidemment que ce protocole réseau soit suffisamment efficace pour ne permettre d'échanger que ce qui est nécessaire. En gros, c'est voilà, ouvre-moi une fenêtre à telle coordonnée et qui fait telle taille. Ça permet donc d'ouvrir une fenêtre. Dans cette fenêtre, dessine-moi un rectangle de telle coordonnée et qui fait telle largeur, telle hauteur. Ou tire-moi une ligne de telle coordonnée à telle coordonnée. Donc tout ça, on a abouti au protocole X,
Donc le protocole X qui est la base du X Window System, donc qui permet à un client de dialoguer avec un serveur et vice-versa, et donc de pouvoir gérer des événements, des primitives graphiques. Et les primitives graphiques, c'est dessiner un point, dessiner une ligne, dessiner un rectangle, afficher du texte, voire envoyer des images dessus, c'est-à-dire envoyer un buffer avec des images qui sont déjà prédestinées à l'affichage, ou de la même manière, aller capturer ce qu'il y a dans le frame buffer de notre serveur d'affichage pour en récupérer les datas. Donc voilà, donc ce projet est arrivé donc la version X1 et a évolué tout doucement vers la version X7, X8, X9 et jusqu'en 86 à la version X10. X10 qui a été très utilisé notamment par les constructeurs de micro-ordinateurs, de stations de travail de l'époque, je pense notamment à Sun Microsystems, au travers de ces stations Sun, les Sun 3 notamment. Si je le sais, c'est parce que dans mes archives ici à côté, là, j'ai une station Sun 3 60 de l'époque qui tourne avec un X10, donc en monochrome, mais déjà on retrouve tous les concepts de X. Et tout ça a évolué entre 86 et 87, puisque il a fallu améliorer le protocole. Ah, et merci Graphicart qui nous apporte un raid avec 102 personnes. Bienvenue à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Alors sachez qu'ici, puisque vous arrivez aujourd'hui, je parle de X11 versus Wayland. Et là, j'étais en train de faire un petit peu un récapitulatif de l'histoire de X. Et on va arriver tout doucement vers Wayland. Donc installez-vous confortablement, je continue mon histoire. Et donc en 87, nous sommes arrivés avec des évolutions de protocole et des optimisations à la version 11 du protocole X, du standard X Window System, donc le fameux X11. Donc nous sommes en 2025. C'était en 87, donc nous sommes 38 ans après. Donc effectivement, nous sommes sur une version du système X-Window qui a 38 ans aujourd'hui. Alors on pourrait se dire que c'est complètement dépassé, qu'il faudrait passer à autre chose, patati patata, je vais en reparler juste après. Mais on va rentrer dans le détail, vous allez voir que c'est pas aussi manichéen que ça. Une fois que le système X-Window System donc, est arrivé en version 11, il était géré par le MIT. Donc c'est le MIT qui avait pour obligation de gérer l'évolution et la maintenance de X-Window System et notamment de l'implémentation du serveur de référence et des applications de référence. Et ça a évolué comme ça tranquillement jusque fin des années 90. Or, début des années 90, certains d'entre vous s'en souviennent, on a eu l'essor du PC qui est arrivé, et notamment de portage de certains Unix sur des machines plus grand public, en tout cas moins onéreuses, et je pense notamment aux machines de type PC et 386, où un certain nombre d'Unix sont arrivés entre nos mains, pour ainsi dire. Et il a été nécessaire à un moment donné que ces Unix puissent avoir à disposition donc un serveur d'affichage, donc un serveur X. Donc il a été fait un portage du serveur de référence du MIT, donc de l'environnement X11, vers les architectures de type 386. Ainsi est apparu le serveur X386, qui lui-même, au bout de quelques années, a été forqué en X-Free 86. Et là, je pense que ça commence à vous rappeler certaines petites choses. Donc tout ça, ça se fait en parallèle entre 92 et plus ou moins 1997. Pourquoi? Parce que entre 87 et 96, comme je le disais, le MIT avait pour objet donc de gérer tout le projet Athena et a fortiori donc le projet X Window System. Et le MIT a arrêté cette gestion et ainsi a été créé le consortium X, donc le fameux consortium Xorg, qui est arrivé en 1998 si ma mémoire est bonne. Donc qui a récupéré la gestion et la maintenance de X Window System. Sachant qu'à l'époque, le consortium X, donc qui était constitué de très grands noms, hein, de Sun Microsystems, de Silicon Graphics, de Microsoft, enfin de très gros acteurs industriels, en fait, ont récupéré la gestion au travers du consortium X pour la gestion et la maintenance de l'implémentation de référence et de la gestion du protocole X11. Le problème, c'est qu'en fait, c'est resté un petit peu comme ça, à végéter dans son coin.
Et en parallèle, on a Xfree 86 qui a pris énormément d'ampleur et donc qui après son fork de X386 a évolué comme ça, bon an, mal an, et a évolué jusqu'au début des années 2000, prenant le pas notamment et implémentant des choses qui étaient largement en avance sur les implémentations de référence du consortium Xorg. Tant et si bien que certains acteurs qui travaillaient sur Xfree 86 aussi implémentaient des choses qui n'étaient pas rétroportées ou pas forcément validées par le consortium, donc c'était déjà un joyeux bordel pour ainsi dire. Je rentre pas dans les détails, mais il y a eu un joyeux bordel dans tout ça. Et même au sein de Xfree 86, parce qu'il y avait quelques petites dissensions, et on était plus sur une gestion du projet qui était en mode cathédrale plutôt que bazar, si vous connaissez un petit peu la référence, c'est-à-dire que seuls les développeurs qui étaient élus par leur pairs en termes de méritocratie, si j'ose dire, avaient le droit de contribuer et de pusher sur le CVS, parce qu'à l'époque c'était du CVS du projet. Mais certaines choses n'avançaient pas forcément aussi vite que certaines personnes le souhaitaient. Et il y a un développeur qui s'appelle Keith Packard, qui a été un développeur très très important dans l'écosystème X Windows System, qui est passé donc du projet Athena du MIT au projet Xfree 86, qui a tenté de faire un fork et s'est fait bannir du projet Xfree 86. Dans le même temps, le projet Xfree 86, peut-être que certains et certaines s'en souviennent, au début des années 2000, a souhaité changer légèrement la licence, ce qui a lancé l'ire un petit peu de la Free Software Foundation et a revitalisé quelque part un petit peu le consortium Xorg, qui finalement a reforqué Xfree 86 à partir de la version avant son changement de licence pour pouvoir réintégrer un certain nombre de fonctionnalités et d'extensions qui avaient été développées, notamment les extensions de compositing. Et donc, ils ont reforqué à partir de la version Xfree 86 4.4 de mémoire. Et c'est devenu donc l'implémentation de référence de Xorg. Et Xorg a continué comme ça à vivre sa vie, donc qui est devenu l'implémentation de référence et qui a été intégré en lieu et place de Xfree 86 dans la plupart des distributions Linux. Et quand je dis la plupart, c'est quasiment 100% au fur et à mesure des années des distributions Linux. Aujourd'hui, pour ainsi dire, je ne crois pas qu'il doit rester beaucoup de distributions qui tournent avec du Xfree 86 parce que c'est un projet qui aujourd'hui est considéré comme étant dormant depuis presque la fin des années 2000, plus ou moins, 2008-2009. Voilà. Alors, Nida me dit dans le chat peut-être que Slackware doit être en Xfree 86, ce qui n'est pas impossible, hein. Et donc, Xorg a récupéré cette gestion, ce fork, ils ont intégré un certain nombre de choses, les distributions s'en sont emparées, et puis nous sommes arrivés en 2008. Que s'est-il passé en 2008? Eh bien, un développeur, qui est un développeur qui s'appelle Christian Oxberg, vous me dites si j'écorche son nom, c'est pas impossible. Et donc, ce développeur s'est dit en 2008, eh bien, je vais créer un nouveau système d'affichage concurrent de Xon, c'est-à-dire en cassant complètement en faisant une rupture totale, en cassant la compatibilité avec Xon, etc. Et donc, ce développeur, je vous le donne en mille, par qui il était payé par tadam, Red Hat. Il a été chez Nokia, mais surtout il était à l'époque, il a fait partie de Red Hat. Alors, ou en tout cas, il a été tout de suite juste après. Peut-être que je dis des bêtises, mais vous corrigerez. Et Red Hat, qui est un gros contributeur au projet Free Desktop, qui finalement aujourd'hui embarque la partie Xorg. Red Hat s'est un petit peu emparé du sujet et donc a été créé en 2008 Wayland, qui se voulait être le serveur d'affichage nouvelle génération et qui serait là pour combler un petit peu tous les défauts de X Windows System, qui, je le rappelle, était un système vieillissant, mais fonctionnant globalement bien. C'est-à-dire qu'une chose qu'on ne peut pas reprocher au système X Windows, c'est qu'aujourd'hui, c'est un écosystème qui est extrêmement mature, qui est plutôt bien conçu, malgré des petits défauts de conception ici et là, notamment certaines parties dans le protocole qui sont synchrones, et notamment dans la Xlib qui est la bibliothèque bas niveau qui permet d'implémenter le protocole X et donc d'avoir de mettre à disposition des développeurs des fonctionnalités élémentaires pour gérer l'affichage, l'ouverture de fenêtres, tout ça, etc. Donc il y avait quelques petits défauts de conception, mais sans plus. Mais
Toujours est-il que Wayland était là pour finalement créer une rupture et créer un nouveau serveur d'affichage. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Si on se repositionne, là je fais un petit bond longtemps, on se repositionne en 2025, est-ce que Wayland est quelque chose qui a complètement enterré X-Windows System? Non. Pourquoi? Parce que pour différentes raisons. Et là, je vais vous parler plutôt architecture. Je vais vous montrer un petit peu comment est architecturé X11. X11 est architecturé comme ceci. Donc, vous avez la partie, les X-Clients. Alors, les X-Clients, voyez les X-Clients comme étant les applications que vous lancez sur votre machine. Le X-Server, donc ces X-Client communiquent avec le X-Server. Votre X-Server, il peut résider sur votre machine. Le plus souvent aujourd'hui, c'est sur votre PC, sur votre laptop, donc qui est votre affichage globalement. Et donc qui va prendre en charge les requêtes des X-Clients en disant ok, ouvre-moi une fenêtre à telle position, agrandis-moi la fenêtre, mets-la moi derrière, mets-la moi en avant-plan, maximise-la, minimise-la, dessine un rectangle dedans, dessine du texte, enfin peu importe, etc. Le XR Server s'est vu accompagné au début des années 2000 par Keith Packard, notamment, qui a développé cette extension, un compositeur, un système de composition, qui permet de pouvoir faire de la composition RGB de pixels, donc d'avoir des choses un petit peu plus agréables à l'œil et des systèmes qui soient un peu plus avancés, on va dire, en termes de compositing. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rajouté après coup, et évidemment qui rajoute une certaine latence dans la façon dont sont composées les images à l'écran, mais toujours est-il que c'est quelque chose qui a été ajouté après coup. Et le X-Server, lui, va dialoguer avec le noyau au travers de KMS, Kernel Mode Setting, pour pouvoir changer la résolution de l'écran, la fréquence de rafraîchissement, tout ça, etc. Et d'utiliser EVDev pour aller lire le clavier, la souris et tout ça. Ça, c'est l'architecture de X11. Et donc, Wayland s'est voulu créer une rupture incroyable en termes d'architecture en faisant ceci. Donc, vous avez les clients Wayland, donc les clients Wayland qui sont vos applicatifs, qui vont dialoguer avec le Wayland Compositor, qui lui-même dialogue avec Kernel Mode Setting, EVDev, et puis le noyau de façon générale. Donc, vous voyez, il y a juste finalement une couche qui a disparu, il n'y a pas de Wayland Server avec un compositeur à côté. En fait, le Wayland Compositor, c'est celui qui va récupérer les requêtes au travers du protocole Wayland des clients et de pouvoir faire les affichages nécessaires, et donc faire le compositing final de l'image pour pouvoir l'afficher à l'écran. Là où ça diffère entre X11 et Wayland, où on diffère très 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 largement, c'est en termes d'approche. Autant X11 a été conçu dès l'origine comme étant un protocole réseau, c'est-à-dire abstrait finalement de est-ce qu'on est connecté à une station de travail locale ou distante, c'est-à-dire qu'on est capable de dialoguer avec un protocole qui peut transiter par du réseau et donc faire afficher à distance une application et la gérer. Autant Wayland n'est pas du tout conçu comme ça. Wayland est conçu de telle manière à ce que tout se passe en local, pour pouvoir dialoguer on va dire, le plus proche de la machine. Alors, ça peut partir d'une bonne intention et d'une bonne idée, ça je ne le nie pas. En revanche, là où je m'interroge un peu plus, c'est que Wayland a une approche très très différente. Autant le protocole X, dans les fonctions très bas niveau du protocole et de l'Xlib notamment, auquel on a accès, on peut ouvrir une fenêtre, on peut fermer une fenêtre, on peut donc dessiner des points, des lignes, des rectangles, tout ça, etc. Autant Wayland, lui, est absolument incapable de faire tout ça. Wayland, ils sont partis du principe que c'est au client, le client, donc votre applicatif, qui va gérer en local des buffers de pixels. Et lorsque les buffers de pixels ont été créés par l'applicatif, en dessinant un bouton dedans, le contenu d'une fenêtre, etc., il envoie, entre guillemets, ce buffer de pixels au compositeur, qui lui va faire la composition finale de l'image, donc en prenant ce buffer qui a été généré côté client et en disant je vais l'afficher à tel endroit. En fonction de votre compositeur, ça peut être des fenêtres que l'on peut placer n'importe où, mais ça peut être aussi des fenêtres qui sont complètement rigides, un peu à la i3, etc. Donc il y a plusieurs compositeurs qui existent, et à la différence de X, où vous avez un serveur de référence et des gestionnaires de fenêtres qui viennent prendre en charge la gestion des fenêtres côté serveur, typiquement Wayland, lui, ne va pas du tout imposer, par exemple, la décoration des fenêtres. La décoration des fenêtres, elle peut être faite soit par les clients, donc côté client, soit côté serveur. Et donc, lorsque vous lancez un applicatif Wayland, la première chose que fait un applicatif Wayland, il va essayer de négocier avec le serveur, de savoir est-ce qu'il est capable de faire la décoration des fenêtres
ou pas, par exemple. Et le client peut décider de faire la décoration des fenêtres. Et quand je dis la décoration des fenêtres, c'est le tour de la fenêtre, les boutons agrandir, rétrécir, tout ça, etc. Voilà. Moi, je trouve que là, on se retrouve finalement dans un monde qui a aussi un peu l'approche Windows, parce que Windows fonctionne globalement comme ça aussi. Et ça a l'inconvénient d'avoir, notamment pour le gestionnaire de fenêtres, votre gestionnaire d'environnement de bureau, des fenêtres qui sont plutôt, qui peuvent être hétérogènes en fonction du toolkit que vous allez utiliser. Typiquement Qt, GTK, FLTK ou ce que vous voulez. S'ils sont portés dessus sous Wayland, vous pouvez avoir, si vous avez une application GTK ou une application Qt qui sont lancées en même temps, vous avez potentiellement des décorations de fenêtres qui peuvent être différentes ou en tout cas imparfaites. Voilà. Donc ça, c'est un des problèmes qu'il peut y avoir avec Wayland. Et pour moi, le plus gros problème, selon moi, mais c'est une approche qui est radicalement différente de celle de X11, hein, c'est de gérer des buffers de pixels, c'est-à-dire que l'applicatif doit allouer de la mémoire en local pour générer finalement des buffers de pixels et les envoyer au serveur pour composition finale. Alors, pour du hardware moderne, ce n'est pas l'applicatif qui le fait en software directement. En général, il va s'adresser à sa carte graphique, à son GPU, au travers de OpenGL, EGL, ça peut être, ou n'importe quel autre, ça peut être Vulkan, hein, par exemple, en disant, voilà, génère-moi l'image de ma fenêtre et de mes boutons dans un buffer dans ton GPU, et c'est ça que je vais passer à Wayland, au compositeur Wayland, pour faire la composition finale. Tandis que sous X11, on va envoyer des requêtes un petit peu élémentaires en disant dessine-moi des primitives ici et là. Alors, il n'y a pas de monde parfait. Je ne dis pas forcément que le modèle X11 est infiniment meilleur que le modèle Wayland et vice-versa. En revanche, ça a des inconvénients. Et notamment, les inconvénients que ça a d'un point de vue développeur côté Wayland, c'est qu'il est impossible, sans avoir des bibliothèques externes un petit peu poussées, notamment pour dessiner du texte, etc., ou dessiner dans des buffers, etc., il est impossible de faire une application Wayland très très bas niveau sans passer par des toolkits de très haut niveau type GTK, Qt, etc., parce que la charge de travail à réaliser est énorme. Tandis qu'avec X11, il suffit de vous linker avec la Xlib et vous dites ouvre-moi une fenêtre quelque part, place-la-moi à tel endroit, dessine quelque chose dedans. Voilà. L'approche est très différente. Par exemple, Wayland n'a pas réellement de notion de fenêtre. Ça n'existe pas. Elle a des notions de buffer de pixels qu'on va envoyer au compositeur Wayland. Donc l'approche est vraiment très très différente. L'inconvénient de tout ça aussi, c'est que ça crée une rupture très forte avec l'existant. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez du code source, des applicatifs qui existent depuis 20, 30, 40 ans, qui ont été développés pour X et qui aujourd'hui compilent toujours et qui fonctionnent toujours. Aujourd'hui, vous les lancez sur votre Linux ou votre BSD favori, ça va compiler, ça va fonctionner, ça va s'afficher. Wayland, évidemment, va casser cette compatibilité. Alors, ils ont trouvé un trick pour ça, c'est de créer un serveur X-Wayland, qui est un serveur X qui est basé sur Wayland. Donc évidemment, c'est une surcouche entre guillemets d'émulation, si je puis dire, entre le protocole X11 et Wayland qui va permettre de convertir finalement tout ce que ferait une application X en buffer de pixels Wayland et l'envoyer au compositeur final Wayland pour pouvoir faire l'affichage. Bon, c'est un workaround, mais qui a l'inconvénient d'ajouter entre guillemets un intermédiaire, donc de perdre aussi en performance, et qui apporte aussi dans certains cas un certain nombre de glitches. Et c'est aussi un des reproches que je peux faire à Wayland, c'est qu'aujourd'hui, 15 ans après la création de Wayland, vous n'avez pas deux compositeurs qui fonctionnent quasiment de la même manière, même si la plupart se basent sur WL-Roots, qui est une bibliothèque on va dire de base qui est implémentée par la plupart des compositeurs pour créer un compositeur Wayland, mais vous avez autant de façons de fonctionner de compositeurs qu'il y a de compositeurs, et beaucoup de compositeurs ont des problématiques de glitch et des problématiques de fonctionnalité qui existaient dans l'écosystème X, mais qui n'existent plus dans l'écosystème Wayland, ou en tout cas qui sont fortement demandées, qui ne sont toujours pas implémentées, même 15 ans après la création. Je pense notamment à toute la partie accessibilité. Il y a beaucoup de choses qui étaient incluses dans la gestion, par exemple des terminaux braille, des choses comme ça, etc., des périphériques d'entrée dans X, qui rajoutaient une couche d'abstraction qui était assez intéressante, je trouve, dans les périphériques d'entrée dans X, que l'on a grossièrement perdu dans Wayland.
Le fait est aussi, c'est qu'en termes de programmation d'applicatifs, et si je le dis, c'est parce que moi j'ai programmé pendant de très 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 nombreuses années avec X11, donc je connais extrêmement bien, mais vraiment sur le bout des doigts, la Xlib, le protocole X, toutes les extensions, etc. J'ai même porté le serveur X11 sur du hardware spécifique il y a très 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 longtemps, et je peux vous dire que en fait, il y a beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui. Par exemple, typiquement, vous ne pouvez pas dire à Wayland, ouvre-moi une fenêtre et place-la moi sur l'affichage graphique à telle coordonnée, telle largeur, telle hauteur. Ça n'existe pas. On peut pas faire. C'est une régression, à mon sens, qui est assez problématique. Et elle est tellement problématique que je vais vous afficher ça à l'écran. Très très récemment, je vous affiche ça à l'écran. Il y a nos amis de KiCad. Alors KiCad que vous connaissez probablement, d'ailleurs j'en parle assez souvent dans mes news tech. Qui est un EDI pour pouvoir faire de la conception électronique notamment. KiCad continue à promouvoir X11 parce que justement pour le statut de Wayland qui est implémenté en expérimental dans KiCad, ça pose énormément de problèmes. Ça pose des problèmes, comme je le disais, en termes de window management. Il est impossible de placer les fenêtres à un endroit particulier, de sauvegarder ces coordonnées et la façon dont on y disposait les fenêtres, de quitter l'application, de revenir et de le retrouver. En fait, c'est à charge du compositeur de faire ce qu'il veut. Et la plupart du temps, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire il affiche la fenêtre comme ça, en plein centre de l'affichage. Donc ça, c'est un vrai problème pour des applicatifs type KiCad, des applicatifs qui sont quand même des applicatifs professionnels. Hein. Ça crée vraiment une expérience utilisateur, développeur et utilisateur qui est dégradée. Donc, il en parle, hein, le système multi-window, le dragging, parce qu'il y a des limitations au niveau des dragging, etc. Bon, ça crée des glitches graphiques et des artefacts d'affichage avec Wayland, et ça, c'est des choses que j'ai constatées assez souvent. Alors, ça varie énormément en fonction des compositeurs, parce que tous les compositeurs ne se valent pas en termes, comment je dirais, ils ne sont pas aussi matures les uns que les autres. Voilà. Donc ça crée des crashs, et il y a aussi des problématiques en fonction de certaines cartes graphiques, etc. Alors qu'avec X11, bien qu'avec des performances qui sont légèrement moindres, mais je vais y revenir un petit peu après, l'applicatif est quand même très stable et fonctionne depuis très 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 longtemps. Et JDJ en parle là dans le chat, et moi ça me concerne tout particulièrement, c'est la colorimétrie, notamment pour les graphistes, et pas que. Moi par exemple, je suis fan de photos, vous le savez probablement, et moi, j'ai besoin, lorsque je développe mes fichiers RAW, j'ai besoin de calibrer mon écran. Et pour avoir une gestion de la colorimétrie qui soit correcte. Et dans Wayland, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas supporté. Alors évidemment, on peut faire la calibration au travers des outils, Argile CMS par exemple, qui existent déjà au travers de X-Wayland. Mais c'est un contournement, et aujourd'hui, force est de constater, c'est qu'on n'a aucun outil pour gérer finement la colorimétrie dans Wayland. Wayland se contente de gérer des buffers RGB ou RGBA, tout simplement. Donc RGBA, donc du RGB avec une partie de transparence. Et ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas ce qui se passe là. Hop. Ça, c'est un vrai problème parce que on perd en fonctionnalité des fonctionnalités qui étaient incluses dans la partie X depuis très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le serveur X, je crois que j'ai eu une coupure de réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le serveur X, depuis très très longtemps, gère la partie colorimétrie. Gère la partie colorimétrie depuis très longtemps. Il a des extensions pour gérer l'espace colorimétrique dans plusieurs normes différentes. Ça peut être le RGB, le CIE Lab, ça peut être différents espaces colorimétriques avec toutes les fonctions de conversion qui existent, etc. De même, pour la partie interclient de communication, il y a des choses qui sont bien posées et qui sont mal normalisées, je trouve, dans Wayland. Voilà. Donc là, vous êtes peut-être en train de me dire que peut-être que je fais une analyse un petit peu à charge de Wayland. Or, ce n'est pas le cas. C'est juste que moi, en tant que développeur très aguerri, en tout cas dans l'écosystème X-Window, et en tant qu'utilisateur un peu avancé, je vois quelles sont les limitations qui aujourd'hui me font dire que je n'ai pas encore envie de passer à Wayland. Aujourd'hui, je fonctionne avec un écosystème Mate sous Linux Mint qui fonctionne sous X11, et je vais y rester. Mais moi,
sur les différents projets, mes side projects, je pense notamment mon émulateur d'Amstrad CPC, les différents émulateurs que j'ai pu écrire et autres logiciels graphiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme ils sont basés sur X11, je vais devoir faire un portage qui est pas négligeable pour pouvoir passer de X11 à autre chose. Alors à Wayland ou à OpenGL ou ce genre de choses. Et donc prendre du code que j'avais écrit il y a très longtemps, fort longtemps, et devoir le porter dans un écosystème que je trouve, en tout cas d'un point de vue expérience développeur, beaucoup moins abouti. Et notamment le fait que, au-delà d'être moins abouti, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Wayland, qui est vraiment très 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 poussé par Red Hat, encore une fois, comme système D, c'est encore Red Hat qui pousse très fortement ça, vise essentiellement Linux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience Wayland sous BSD, même si elle existe, est aussi perfectible. C'est-à-dire que ce ne sont pas des plateformes qui sont visées directement. Alors si vous avez des informations contradictoires à ce que je dis, je veux bien qu'on me les transmette, mais en tout cas aujourd'hui ce sont des choses qui sont considérées comme étant relativement expérimentales dans le monde BSD. Et par exemple sous FreeBSD et NetBSD, c'est juste pas possible. Donc on se retrouve finalement avec des écosystèmes un peu à deux vitesses, sachant que le projet GNOME a décidé de kill complètement la couche X11 pour ne garder que la couche Wayland. Et ça, je pense que c'est un problème pour l'écosystème GNOME qui devient finalement plus à destination que du monde Linux plutôt que de tous les mondes de type Unix. Et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Alors, il y a dans le chat, je vois qu'il y a David ST qui parle des limites de Xorg et pourquoi il y a une volonté de changer. Alors, les limites de Xorg font que, donc, du protocole X11 de façon générale et des bibliothèques qui sont autour, ce sont des choses qui ont été développées il y a de très nombreuses années, donc entre 30 et 40 ans. Donc, évidemment, on a accumulé de la dette technique dessus. Il y a des choses qui ont été conçues, qui étaient adaptées au hardware de l'époque pour les performances de l'époque, qui sont maintenant, qui pourraient changer, être plus adaptées au hardware et à la façon de programmer qu'on a aujourd'hui. Je pense notamment au multithreading, le multicœur, les performances réseau, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent être, qui pourraient être intégrées. Et moi, j'ai quand même le sentiment qu'on a cherché, plutôt que de chercher à corriger quelque chose qui fonctionnait bien, qui était mature, et de le faire évoluer vers quelque chose de plus neat, de plus élégant et adapté à quelque chose de 2008 à 2025, on va dire. Quelqu'un s'est dit que c'était une super bonne idée de reprendre tout à zéro en disant je vais créer Wayland de zéro et de toute façon dans 2 ans on aura tout remplacé. Vous voyez, on est 17 ans après, 2008-2025, ça fait quand même 17 ans. 17 ans après, Wayland ne s'est toujours pas réellement imposé. Wayland ne vise que Linux. Wayland part du principe que globalement tout le monde a quasiment que du matériel high-end pour faire du compositing, puisqu'on va faire du compositing de buffer de pixels, ce qui n'est pas le cas. Le PC avec lequel je stream là en ce moment même n'est pas du matériel high-end, et effectivement tout ce qui tourne sur Wayland est de performance que je qualifierais de moyenne, en tout cas pas bien meilleure que X11, et j'aurais plus vu, moi, en tout cas à titre personnel, j'aurais préféré à ce qu'il y ait une rupture beaucoup plus faible, moins brutale, et de créer plutôt un X12 qui serait peut-être quelque chose qui serait à mi-chemin entre X11 et Wayland. Quelque chose, comme on l'a fait d'ailleurs pour OpenGL. Vous voyez, si vous prenez le standard OpenGL, entre OpenGL 1.2, qui était vraiment une version de référence d'OpenGL, et OpenGL 4, il y a beaucoup de choses qui ont été retirées du standard OpenGL au fur et à mesure des versions pour être adaptées à du matériel plus moderne, une façon de programmer beaucoup plus moderne, sans forcément avoir une rupture complètement brutale avec tout l'historique de ce qui existait avant. Et j'y pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de X12 ? Je vois 2 raisons à ça, 2 raisons principales. Il y a une raison, la volonté on va dire, du projet Free Desktop et Xorg de ne pas forcément investir dessus. Le manque de... Oui, il y a eu un X10, j'en ai parlé tout à l'heure, Nida, il y a eu le X10. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué à développer X11 et aller vers X12 ? Le manque de personnes qui connaissent bien cet environnement, ou en tout cas le manque de personnes qui étaient suffisamment investis et motivés
pour aller faire évoluer X11 vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus moderne, pour aller gommer ou supprimer les trucs qui sont vraiment antidiluviens. Je pense notamment à la bibliothèque XT intrinsèque, etc., etc. Il y a plein de trucs dont on peut se séparer, qui gravitent autour de X11, qui ne sont pas de X11 même, mais qui gravitent autour de X11. Il y a plein de trucs que l'on aurait pu éliminer, entre guillemets, ou garder en disant c'est des precated, mais voilà, et faire évoluer le protocole X11 vers un protocole X12 plus adapté aux hardware et contraintes et besoins de 2025. Alors aujourd'hui 2025, mais à l'époque 2008 par exemple. Ce qui aurait, selon moi, créé une rupture peut-être moins brutale et finalement une adoption peut-être beaucoup plus rapide. Encore une fois, on est 17 ans après la création de Wayland et Wayland n'a toujours pas conquis le bureau sous Linux en particulier et sous Unix en prenant les BSD en général. Et ça, pour le coup, c'est un problème, je pense. Ça montre bien que finalement, je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas bien marché, comme dirait quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Donc, dans tous les cas, est-ce que aujourd'hui on pourrait maintenir X11 et le faire évoluer vers du X12? Je pense que oui, avec une fondation ou en tout cas une équipe projet qui serait suffisamment motivée et qui aurait la volonté de le faire. Oui, évidemment. Et c'est aussi ce qui s'est passé très récemment, c'est-à-dire qu'il y a un développeur qui a forqué Xorg pour créer le projet X11 libre. Alors, je sais que la personne en tant que telle, c'est une personne problématique. C'est une personne problématique, anti-vax, avec des idées arrêtées sur tout plein de sujets que je ne partage absolument pas. Donc moi, ne me faites pas de procès d'intention. Je vais juste me baser sur de la tech et purement de la tech. Cette personne-là, c'est le développeur principal. C'était le développeur principal, le contributeur principal du projet X11 au sens Xorg et Free Desktop du terme. Il a fait proposer plein de patchs. Certains patchs allaient vers une rupture plus ou moins partielle de certaines choses, mais qui auraient pu emmener vers du X12 quelque part et qui aurait été désirable. Mais cette personne a été bannie du projet pour différentes raisons, pour des raisons internes, aussi pour ses prises de position, lui, personnelles et politiques sur d'autres sujets, mais aussi je pense aussi pour des raisons pour lesquelles il y a une véritable volonté de tuer le X Window System au profit de Wayland. Et je pense que malheureusement, c'est peut-être le sens de l'histoire. En revanche, si je vais afficher le projet X libre, je vais essayer de l'afficher là, X11 libre. On va aller l'afficher à l'écran. Voilà. Le projet X Window System, Xorg, a été forqué il y a maintenant à peine une semaine, à peine plus d'une semaine. Il dispose aujourd'hui de près de 500 contributeurs. Il est déjà à 2,1 kilo étoiles sur GitHub. Donc ça montre bien quand même que quelque part, tout le monde n'est pas prêt à passer à Wayland et tout le monde n'a pas forcément envie pour différentes raisons. Pour des raisons de compatibilité ascendante, de rupture, pour différentes raisons. Et le fait est que quelque part, Wayland, je le dis encore une fois, a des problèmes, je pense, de conception, même s'il apporte certaines solutions qui sont relativement élégantes à certains sujets. Je pense notamment au compositing, mais il n'y a pas que le compositing dans la vie. Faire du compositing côté client, ça nécessite d'avoir du matériel qui est suffisamment performant pour le faire. Ça voilà. Et en tout cas, sur la partie X11, il y a une véritable volonté de tuer X11 parce qu'on considère qu'après quasiment 40 ans, il a vécu. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais je pense qu'il y a un avenir parallèle, on va dire, vers du X12 aurait eu du sens, c'est-à-dire qui aurait pu permettre de faire évoluer le X Window System vers quelque chose de plus moderne, comme l'a fait OpenGL en son temps, sans forcément créer une rupture aussi brutale et avec des pertes un petit peu brutales aussi côté comment je dirais côté expérience utilisateur. Alors si Micha dit faut débrancher la prise, ouais, de temps en temps oui, il faut débrancher la prise en se disant ouais, il faut arrêter, etc. Mais je pense que X11 a de bons arguments
technique et technologique, je pense, une approche qui s'entend, qui faisait sens il y a 40 ans, mais qui fait encore sens aujourd'hui, je pense, notamment sur la partie gestion des fenêtres, etc., etc. Bref, donc Wayland est partie de cette idée, dès lors où elle a le support de très grosses boîtes, une véritable volonté, par exemple, de Red Hat de le pousser envers et contre tout, il est clair que de toute façon, on y passera comme nous sommes tous passés à systemd. C'est un peu, le rouleau compresseur. On y va au forceps. Et systemd, et je l'ai souvent dit, hein, systemd, je m'en accommode, mais je pense qu'il est globalement mal conçu sur plein de points. Comme Pulse Audio, on s'entend. C'est parti aussi d'une bonne intention. La différence avec Pulse Audio, c'est que Pulse Audio est venu là où il n'y avait quasiment, pour ainsi dire, pas d'alternative. Voilà. systemd, il y avait plein d'alternatives, des alternatives historiques pour la gestion des services et des process dans les systèmes Unix. Je trouve que là, ça a été mal instruit. Et encore une fois, je m'en accommode au quotidien. Voilà. Comme si demain, si je dois passer à Wayland contraint et forcé parce que mes distributions ne me proposent pas autre chose que Wayland, eh bien à ce moment-là, je passerai à Wayland et je m'en accommoderai. En revanche, alors si Mecha dit il y a un lien entre Vulkan, OpenGL et système de fenêtrage, oui, absolument. Si tu as une carte graphique moderne, une machine moderne, etc., tu peux avoir, avec Hyperland par exemple, etc., tu peux avoir quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et ça, il y a pas de débat là-dessus. En revanche, là, tu parles de Hyperland dans ton commentaire, il y a d'autres compositeurs qui fonctionnent nettement moins bien, même avec du matériel. Et j'essaie de chercher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Wayland est infiniment plus performant que X11, etc., etc. Et j'ai cherché, et je vous partagerai tout ça dans les liens que je mettrai dans le replay sur YouTube cet après-midi, des comparatifs, notamment en termes de gaming sur des jeux, etc. Et au final, hormis quelques jeux de façon assez anecdotique, les performances en termes d'écart sont pas si incroyables, hein. Et je pense pas que ce soit vraiment sur le jeu où ça fasse une différence si fondamentale que ça, puisque globalement, Wayland ou X11, globalement, ils font un peu passe-through vers la partie carte graphique. Donc, quelque part, ils ont un overhead qui est vraiment extrêmement faible. Là où ça peut faire une différence, c'est pour des applicatifs du quotidien, des applicatifs avec une GUI sur laquelle on dessine des boutons, des fenêtres, tout ça, etc. Ça peut faire une différence, mais encore une fois, je n'ai pas trouvé de gens qui ont mesuré avec un vrai protocole de test, qui ont vraiment mesuré les différences de performance et qui sont arrivés à des résultats qui me font dire que ouais, Wayland est 30 ou 40 ou 50% plus performant que X11. Et j'ai pas trouvé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui partent du principe que parce que Wayland est plus récent, donc il est plus moderne, donc il est plus performant. Je sais pas, je demande à voir. Il y a pas, je trouve pas beaucoup de tests sur ces sujets avec des protocoles de test qui sont vraiment poussés et bien faits. Donc il y aura pas, comme dit Nida, à part que si quelqu'un veut faire des benches, moi je suis preneur. Moi je veux pas passer mon temps à ça. Mais d'un point de vue utilisateur, je sais pas si ça se justifie. Ce que je constate, c'est que Wayland part du principe qu'aujourd'hui, le hardware est entre guillemets suffisamment peu onéreux, où on peut avoir du hardware high-end sur n'importe quel PC, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, fait que voilà, on va plutôt manipuler plein de buffers de pixels, qu'on va faire du compositing et envoyer ça à l'écran, alors que je trouve qu'il est plus élégant d'envoyer plutôt des primitives. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Alors, j'ai dit peut-être du côté de Phoronix. Oui, j'ai trouvé des tests, des benches côté Phoronix. Et justement, je peux vous les montrer, hein. Phoronix, hop, je vous partage ça à l'écran. Donc c'est des tests qui datent de 2023, donc ils sont un peu plus anciens, mais j'en ai pas trouvé des plus récents. Mais à la rigueur, peu importe, 2023, c'est suffisamment proche de nous, encore une fois. Finalement, quand on regarde les différents tests qui ont été effectués donc par Phoronix sur du gaming, sur des cartes, là on est sur de la RTX 4080, de la RX 7900, etc., etc. On voit que finalement, les écarts de perf sont pas oufissimes, hein. Là, on est, regardez, 243 FPS pour X versus 247 FPS pour Wayland. Les autres, regardez, 180, 182. Là, on est à 248, 257. Ok, il y a 10 FPS d'écart, mais 10 FPS d'écart sur plus de 200, plus de 250.
Ah, c'est pas incroyable. Bah, sur iGPU, ça pourrait être tout autre chose. Le problème, c'est que sur iGPU, bah, les perfs de Wayland sont pas oufissimes. Ah, pour l'avoir testé sur le GPU de mon laptop, hein, ici présent, je peux vous dire que c'est pas oufissime. Et que j'ai une meilleure expérience utilisateur sur mon laptop avec X11 qu'avec Wayland, pour l'avoir testé réellement. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est difficile d'arrêter l'histoire, comme je le disais, on a le rouleau compresseur Red Hat qui pousse Wayland derrière, l'ensemble de l'industrie a l'air de pousser Wayland. On verra ce que donnera le fork X11 libre, que je regarde avec un œil assez attentif, de voir est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, parce que faire des forks, c'est entre guillemets facile. Et faire durer dans le temps et que ça ne repose pas sur une seule et unique personne, peu importe sa compétence technique. Et encore une fois, je mets de côté toutes les idées personnelles du monsieur qui sont à gerber. Euh, je, à voir si ça peut durer dans le temps. Et est-ce que ça peut amener vers un X11 meilleur, moyennant peut-être quelques petites ruptures, ou demain peut-être un X12, et donc d'avoir finalement une fragmentation finalement plus élevée qu'avant, comme on a aujourd'hui une fragmentation avec les distributions Linux, les différents systèmes de gestion de services, système D et tous les autres. Je pense notamment à Devuan qui a forqué donc une Debian pour ne pas avoir à passer à système D, etc. etc. Donc tout ça crée de la fragmentation. Mais sans fragmentation, évidemment, on n'a pas d'innovation. Donc, voyons voir dans le futur si Wayland est une véritable innovation et qui viendront combler tous les défauts que peut avoir Wayland. Il y a encore de nombreux défauts, j'en parlais tout à l'heure, hein. La gestion de la couleur, il y a beaucoup d'artefacts, il y a des choses qui sont pas stables encore, contrairement du X11 qui est effectivement peut-être moins moderne, mais extrêmement stable et extrêmement fourni, mais qui a peut-être des performances un peu moindres, ou en tout cas qui est moins adapté à du matériel moderne ou une façon de programmer moderne. Voilà. Donc, encore une fois, je ne vous apporte pas une solution particulière, même si mon discours semble être à charge contre Wayland, parce que moi, j'ai mon avis en tant que développeur historique X11 aussi, et je le vois aussi par le prisme du développement. Et pour moi, faire un portage de tout ce que j'ai développé pour X11 vers du Wayland, très clairement, je vous le dis, hein, par exemple pour mon émulateur XCPC, ça me coûte. Ça me coûte parce que c'est loin d'être simple. C'est pas juste je remplace une bibliothèque Xlib par une autre bibliothèque qui me propose les mêmes primitives. Bah là, pas du tout. Donc ça m'emmerde. Voilà, très clairement. Bon, en tout cas, voilà pour le sujet. Alors, Sir Misha me dit même avis avec Hyperland. Alors, Hyperland est de loin le compositeur Wayland qui est le plus abouti. Ça, il n'y a pas de débat. En tout cas, c'est selon moi. C'est de loin le compositeur le plus abouti. En revanche, comme je le disais, sur toute la gestion de l'accessibilité, des périphériques d'accessibilité, de la gestion de la colorimétrie, moi, tant que je ne peux pas utiliser facilement les systèmes, mes sondes de calibration pour faire la colorimétrie de mon écran, pour pouvoir tirer des photos qui vraiment, qui n'aient pas de problème de couleur ou ce genre de choses, tous les trucs qui fonctionnent depuis des décennies avec X11, moi je me vois pas passer je me vois pas passer sous Wayland. Pareil d'un point de vue programmatique, c'est-à-dire de dire je suis pas capable de dire j'ouvre une fenêtre et je la place à telle coordonnée X, Y ou Z. Voilà, ça m'embête. Par contre, un point important que j'ai pas abordé, et je vais terminer là-dessus, c'est que Wayland, effectivement, un des points forts qu'il va apporter, c'est la partie de la sécurité, parce qu'il va avoir tendance à sandboxer certaines choses, mais au détriment d'expérience utilisateur. Vous avez très probablement entendu parler que beaucoup de personnes, par exemple, lorsqu'ils vont utiliser, j'en sais rien, du Teams ou autre logiciel pour communiquer en visio, bah, on n'est pas capable de faire une capture d'écran parce qu'en fait, avec beaucoup de compositeurs, la capture d'écran ne fonctionne pas pour des raisons de sécurité. Alors, je comprends l'argument, mais trop poussé comme ça, en fait, on crée des problématiques côté utilisateur qui font que voilà, on n'est pas capable d'utiliser un logiciel de visio et on n'est pas capable de faire une capture d'écran, ce qui est aujourd'hui faisable en X11 pour des raisons de sécurité que je comprends, mais ce sont des problématiques de sécurité qui, on va dire, ils sont, je vais pas dire pas si importantes parce que c'est pas tout à fait vrai, mais on va dire vous êtes dans un environnement contraint, vous êtes sur votre PC avec normalement des applications que vous avez sélectionnées, que vous avez installées.
Je pense que là, on tombe dans des travers, sécuritaires, au sens de la sécurité qui vont, à mon sens, un peu trop loin et donc qui empêchent d'avoir une expérience utilisateur qui soit relativement bonne. Alors effectivement, pour contrer tout ça, Wayland, ils ont créé les Wayland Portals, qui permettent, d'ouvrir, on va dire, certaines, possibilités pour aller capturer une fenêtre ou un écran, ce genre de choses et cetera. Bon, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, c'est très aléatoire en fonction du compositeur qu'on veut utiliser. Voilà. Donc pour répondre à la question de Siamisha, Hyperland est selon moi l'un des compositeurs les plus aboutis aujourd'hui, qui fonctionne globalement bien, mais ce n'est pas le seul, et je trouve que c'est très hétérogène aujourd'hui, comme c'est très hétérogène hein, dans les bureaux, les environnements de bureau ou Window Manager de X, mais on est quand même dans des domaines qui sont très matures aujourd'hui, et le fait est, c'est que qu'on prenne de l'openbox, du Fluxbox, du machin, etc., tout ça c'est très mature. Et je trouve que l'approche de dire que, par exemple, c'est le window manager a un rôle assez important pour gérer les fenêtres, leur positionnement, la sauvegarde des fenêtres, tout ça, etc. Et que Xwindow est capable de nous permettre de positionner une fenêtre aux coordonnées qu'on a décidées sur notre écran, je pense que c'est quand même un gros plus qui joue en faveur de X11, même si, encore une fois, c'est des points de détail, versus Wayland. Et j'aimerais bien que Wayland évolue vers quelque chose où on comblait un petit peu ces manques pour favoriser l'adoption. Et voilà. Voilà pour le sujet. Écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le sujet, donc Wayland versus X11 et versus un petit peu toutes ces couches graphiques qui existent aujourd'hui et le pourquoi du comment il peut y avoir une guéguerre en ce moment. C'est un sujet que je regarde vraiment avec beaucoup d'attention, qui fait que aussi il va falloir que, bah, pour les utilisateurs, on va dire standards, non avancés, les gens qui se contentent juste d'avoir un bureau, ouvrir un navigateur web, un éditeur de texte ou ce genre de choses, évidemment, ça ne change rien pour eux. Pour des utilisateurs un peu avancés, je pense notamment aux graphistes, les gens par exemple qui utilisent un EDA comme KiCad, ou des gens comme moi qui sont plutôt développeurs de couches graphiques basses ou ce genre de choses. C'est un vrai sujet, ça apporte des problématiques qui sont certaines et qui sont invisibles du côté des utilisateurs, on va dire, plus haut niveau. Effectivement, on voit dans certains rapports de bugs de certains logiciels que certains utilisateurs se plaignent de comportement des applicatifs, mais en fait l'applicatif n'est pas rien, l'applicatif en fait il subit ce que Wayland impose par exemple, ou ce que X11 va imposer hein, de la même manière. Donc on est tributaire du serveur graphique d'affichage. Donc voilà, donc en tout cas je pense que cette guerre des pixels n'est pas complètement terminée. Regardons avec attention ce qui va se passer du côté de X11 Libre, de voir est-ce que ça va être quelque chose qui va s'essouffler dans le temps ou qui va peut-être revitaliser le projet X11. Donc peut-être que dans ce cas-là, on aura peut-être un X11 nouvelle génération avec un projet revitalisé qui sera inclus dans les distributions Linux et on aura de nouveau le choix, un vrai choix entre du Wayland ou du X11. Moi, je pense que les deux peuvent cohabiter en fonction des besoins. Mais et sinon, si jamais X11 Libre échoue, de toute façon, l'affaire est pliée puisque Free Desktop et Red Hat ont décidé de tuer X Window System et donc de toute façon, seul Wayland survivra. Après, quid des systèmes BSD où il faudra effectivement qu'il s'intéresse ce projet au système BSD pour qu'il y ait une expérience utilisateur desktop et qu'on ne les laisse pas au bord de la route. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de votre attention. J'espère que le sujet vous a plu. Je vais mettre cet après-midi, comme d'habitude, le replay sur YouTube. Et vous aurez tous les liens que j'ai collectés, que vous aurez dans la description. Comme ça, vous aurez de quoi vous intéresser au sujet, vous abreuver en connaissances et en petits points de détail. Voilà, c'est toujours difficile de rentrer dans tous les détails pendant un live. Et puis, comme je le disais, a priori, c'est probablement le dernier live avant l'été. Donc, si c'est vraiment le cas, moi, je vous retrouve donc en septembre, début septembre, pour les prochains lives, à moins que j'arrive à trouver un créneau avant de partir en vacances cet été. Mais auquel cas, vous le saurez, j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter en tout cas à toutes et à tous un excellent été, une très très bonne semaine. Je vais vous faire des bisous et cette semaine on va pas chez l'ami Titi Moby qui ne stream pas ce midi, donc on va terminer tranquillement. Je vous fais plein de bisous, bye bye.